Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Rachel Dedou avec nous. Rachel, elle nous parle depuis Shanghai. Il est 19 h, je crois, à Shanghai, Rachel. Et Rachel, c'est la DG de notre bureau chinois. Elle va nous aider aujourd'hui à comprendre comment la crise Covid-19 dessine un nouvel écosystème du social media en Chine. Je vous rappelle, ou je vous annonce, si c'est votre première fois, que pour les questions, ça se passe sur le chat de Zoom. Et moi, je me ferai votre modératrice et porte-parole à la fin de la présentation de Rachel. Et Rachel, je vais te laisser la main pour lancer la session. Merci, vraiment, merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est parti. Avec plaisir, merci beaucoup, merci Fleur. Du coup, je vous ai préparé une présentation qui est en anglais, mais je vais la présenter en français. Je vous prie d'excuser si j'ai des anglicismes, c'est pas du tout par snobisme, c'est plutôt par manque d'habitude de présenter en français. Peut-être pour mettre un petit peu de contexte pour ceux qui connaissent mieux Faber Novel en France, en Chine, on a deux activités principale, une activité de conseil en transformation numérique que vous connaissez sûrement très bien de Faber Novel France. Mais on a aussi une partie d'activation des réseaux sociaux et de marketing numérique où on fait de la stratégie et du déploiement on accompagne des marques étrangères à se connecter avec le consommateur chinois à travers les réseaux sociaux et le marketing numérique. Et donc, dans ce cadre-là, on passe beaucoup de temps à observer et à étudier les consommateurs chinois. Donc ça, c'est juste quelques exemples des études qu'on a menées depuis le bureau chinois autour du consommateur chinois, à la fois autour des tendances des nouveaux consommateurs chinois, la génération Z, qui sont très particuliers, qui sont vraiment une des nouvelles forces de consommation mondiale, qui représente pratiquement la moitié de la génération Z mondiale. Des études autour des consommateurs chinois au-delà des frontières de la Chine, donc sur les résidents à l'étranger, mais aussi sur les voyageurs chinois, une étude qu'on va éditer avec Ctrip, le plus grand site de voyage chinois. Et aussi sur les plateformes qu'on opère au jour le jour, donc WeChat qui est la plateforme qui agrège 1 milliard d'utilisateurs, le réseau social et super application, mais aussi Weibo qui est l'équivalent du Twitter chinois. Donc, vous avez bien entendu, beaucoup entendu parler du Covid-19 et voilà, malheureusement, c'est arrivé chez vous aussi. Nous, ça fait à peu près 3 mois que la crise a commencé ici, infecté à peu près 80 000 personnes, il me semble, depuis le mois de décembre, mais là, on commence à en sortir de notre côté. On en a entendu parler beaucoup sur le côté sanitaire et sur ses impacts négatifs sur beaucoup d'industries. Peut-être pour un tout petit peu de contexte sur le numérique en Chine, la Chine est le pays le plus connecté au monde, plus de 900 millions d'utilisateurs d'Internet. Le premier marché de l'e-commerce, qui est tellement grand qu'il est aussi grand que les 5 plus gros marchés de l'e-commerce mondiaux. Mais ce n'est pas seulement un grand marché en chiffres absolus, c'est aussi un des marchés les plus matures, puisqu'on a à peu près 30%, 28% du taux de pénétration de l'e-commerce dans l'intégralité de la vente au détail en Chine. C'est aussi un marché qui est d'abord mobile. 98% des utilisateurs d'Internet chinois se connectent à travers leur téléphone mobile. C'est très rare. C'est un écosystème numérique qui est très particulier puisqu'il exclut les champions mondiaux que sont Google, Amazon, Facebook à l'extérieur de ses frontières et il a construit des champions nationaux qui sont Baidu, Alibaba, Tencent et ByteDance, dont je vais parler un petit peu, qui forment des écosystèmes complètement hermétiques les uns aux autres et hermétiques au reste du monde. Et pour donner une idée un peu du pouvoir de ces acteurs, pratiquement la moitié des investissements faits dans les startups en Chine vient de fonds qui sont gérés par les BATB. Et pour vous donner un point de comparaison, c'est moins de 10% des fonds investis dans les startups aux États-Unis qui sont investis par les GAFA. Donc, c'est pour donner une idée de l'hégémonie un peu de ces acteurs ici. Les réseaux sociaux qu'on étudie beaucoup et de très près et qu'on opère représentent une partie importante du temps passé en ligne en Chine. Donc, à peu près 35% du temps passé sur un téléphone mobile en Chine, par exemple, est passé sur WeChat. Et si on ajoute les jeux de Tencent, c'est 50% du temps passé sur un téléphone en Chine qui est passé sur l'écosystème Tencent.
Donc, on parlera un petit peu de cet acteur. Donc, on a voulu regarder un peu de plus près comment cette crise sanitaire sans précédent a impacté le paysage des réseaux sociaux chinois pour en tirer des meilleures pratiques et s'en inspirer. Maintenant que ça arrive en Europe, peut-être que ça donnera des idées sur comment sortir et comment tirer profit en fait de cette situation à laquelle on ne peut pas grand-chose. Peut-être que certains d'entre vous ont vu des graphes un peu similaires. C'est l'évolution de la crise sanitaire en Chine sur les 3 derniers mois, avec la courbe du nombre de cas en Chine et les mesures prises en place par le gouvernement. Donc, cette crise a commencé à Wuhan, qui est la capitale du Hubei, dont je pense que la majorité n'en avait pas entendu parler avant. C'est seulement 11 millions d'habitants, donc je comprends que c'est une petite ville dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est une ville qui est connue pour sa production automobile. Les usines Renault, par exemple, s'y sont installées il y a assez longtemps. Et en fait, avant ça, elles étaient connues pour être le lieu de villégiature de Mao Zedong, autour de Lac de l'Ouest, que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois. Donc, en décembre, les premiers cas sont identifiés. Fin décembre, on annonce l'outbreak, donc que la maladie se propage. Et jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment plus, même pour nous en Chine, c'était un peu une rumeur, jusqu'au moment du Nouvel An chinois, où en fait, au début du Nouvel An chinois, la ville de Wuhan annonce la quarantaine pour toute la ville. Le Nouvel An chinois, c'est la plus grande masse migratoire du monde. Plusieurs millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes voyagent tout autour de la Chine et à l'extérieur de la Chine. Et ça a vraiment été un moment d'accélération de la propagation de la maladie. Au retour du Nouvel An chinois, le gouvernement annonce 3 jours de vacances de plus, ce qui est sans précédent. Et ensuite commence une période d'1 mois où on était en confinement, en quarantaine, les bureaux fermés. Et donc, énormément de temps passé seul à la maison. Ce qui nous a amené évidemment à voir que les industries ont été impactées à cause de cette fermeture des espaces publics et de ce confinement. Donc, ça a vraiment redistribué les cartes. On voit des industries comme OTA, Online Travel Agent, donc tout ce qui est les agences de voyage en ligne, par exemple Ctrip, extrêmement impactées, qui a tout de suite répondu avec des mesures très centrées sur l'utilisateur, remboursement gratuit de tous les tickets sans toutes les garanties. Ils ont mis en place toutes les garanties nécessaires. On a vu tout ce qui est l'équivalent des taxis, des Uber qui sont ici, qui s'appelle Didi Chuxiang, qui est l'entreprise qui a racheté les opérations d'Uber d'ailleurs en Chine, complètement arrêté, les gens ne se déplacent plus. Tout ce qui est hôtel et restaurants, des amis qui bossent à Pékin nous racontent qu'ils avaient 90% de taux d'occupation qui est descendu à 0%. Donc, c'est des industries qui sont extrêmement impactées. Chez Faber Novel, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le sujet du numérique. Et beaucoup de services du numérique ont en fait bénéficié de cette situation. Le premier, c'est les jeux. Avec des vacances rallongées et l'ennui, on a besoin de divertissement. L'e-commerce et la livraison de nourriture. Je pense particulièrement, une des entreprises qui a particulièrement bénéficié de ça, c'est Fresh Hippo, qui est le supermarché de produits frais de Alibaba. 350 magasins autour du monde, autour de la Chine, pardon. Pratiquement 75% de leurs ventes se font à partir de l'application. C'est un concept en ligne, hors ligne, complètement intégré, où le magasin, en fait, agit comme un stockage où vous pouvez vous faire livrer les articles qui sont dans le magasin sous 30 minutes dans les 3 km, si vous habitez dans les 3 km autour du magasin. Donc, Fresh Hippo a triplé pratiquement ses ventes pendant cette période. On voit aussi que les applications pour faire du sport à la maison, particulièrement la première application pour faire du sport qui s'appelle Keep, plus de 50 fois le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Et évidemment, les nouvelles et les réseaux sociaux. La première observation qu'on a vue, c'est le déplacement de l'attention des consommateurs. Au Nouvel An chinois, donc le graphique de gauche, au Nouvel An chinois, on voit toujours la télévision qui reprend un peu du poil de la bête. Je pense que c'est pareil dans beaucoup de cultures. Quand on va chez ses grands-parents, quand on rentre dans la ville natale, la télévision redevient un peu l'endroit où
on se retrouve. Donc ça il y a toujours des pics autour du Nouvel An chinois, mais là, 1h30 de plus pratiquement par jour. Ça a été assez énorme et complètement à l'inverse de la tendance générale de ces dernières décennies où la télévision est vraiment en train de perdre de l'attention. On cherche une information véridique, de confiance en temps réel, on veut se rassurer. C'est très important parce que comme l'information est contrôlée ici et que les gens le savent, on cherche de l'information un peu de plusieurs manières. Et le divertissement, comme on est en Asie, le premier divertissement, ce sont les jeux vidéo, avec Honor of Kings, qui est le jeu de l'année où les utilisateurs ont pratiquement passé 2 fois plus de temps sur ces jeux vidéo pendant la période du Nouvel An chinois. Honor of Kings, c'est un jeu vidéo de l'écosystème Tencent, donc j'ai parlé pas mal de Tencent. Donc vous voyez un peu l'attention que ça a pu prendre pendant cette période. D'autres plateformes numériques qui ont explosé, ce sont le live streaming. Donc, c'est les vidéos en direct. Je n'ai pas trouvé de bonne traduction en français, mais c'est les vidéos en direct. C'est une tendance de fond qui a émergé il y a à peu près 3 ans et qui a vraiment pris énormément d'ampleur l'année dernière. Une croissance à 3 chiffres de ce type de communication qui a commencé par les joueurs de jeux vidéo. Un peu comme Twitch, je pense qu'il y a une plateforme qui s'appelle Twitch en France, en Europe. La plateforme la plus connue, c'est Zhibo, qui a 60 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Ce qui est assez particulier en Chine, c'est qu'on n'est jamais trop loin de l'achat. Donc en fait, les plateformes de live streaming sont aujourd'hui extrêmement efficaces pour générer de la vente en ligne. Et donc, je vous montre à gauche un exemple d'une vendeuse en magasin qui fait du live streaming en magasin pour vendre des produits sur l'e-commerce, qui génère des commissions avec ça. Au milieu, je vous montre la plateforme Tmall qui fait partie de l'écosystème d'Alibaba. Taobao et l'écosystème Alibaba, c'est à peu près 80% de l'e-commerce chinois. Et qui ont lancé donc leur plateforme de live streaming pour pouvoir lier à leur e-commerce qui fonctionne extrêmement bien. On a vu pendant le 11 novembre de l'année dernière que plus de 50% des vendeurs sur Taobao ont ouvert des live streaming et ont utilisé le live streaming pour vendre. Et c'est un marché aujourd'hui de 90 milliards de yuans et qui continue de s'accélérer. Et à droite, je vous montre une 3e plateforme qui s'appelle Douyin, qui est l'équivalent en anglais de TikTok. Si vous ne connaissez pas, je pense que peut-être vos enfants connaîtront. Elle fait partie de l'écosystème de ByteDance. On a la chance de beaucoup bosser avec eux. C'est une plateforme qui est assez remarquable parce que c'est une des seules grosses plateformes chinoises qui en fait a réussi à s'internationaliser. Donc c'est un exemple extrêmement intéressant, je pense. Et on ne peut pas parler du live streaming sans parler de cette personne ici, qui s'appelle Austin Lee, le roi du lipstick, du rouge à lèvres. Voilà, le roi du rouge à lèvres. Je vais vous montrer une vidéo, je vais la commenter. Alors attention, ça décoiffe un peu, c'est un petit peu intense, mais restez avec moi, je vous la commente. 你们的毛怪又来喽 ！YSL 的全新原版，我的发卡，我的发卡， Oh maman, oh maman. 买它 Achète-le. 好看哦 Trop beau. 绝对不过期的竞赛。哇哦哇哦哇哦，好好闻哦！好了，你走吧。神仙色，哇！ Il faut que vous achetez-le, 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 achetez-le. Maman! 太敷了，颜色很俏皮，质地舒服到爆炸。Oh my god！ Donc, je pense que vous avez à peu près compris l'ambiance. C'est une histoire incroyable, Austin Lee. Austin Lee, c'était un vendeur. Il a 27 ans. C'est une des personnalités, un des influenceurs les plus influents de Chine, une des plus grosses fortunes d'influenceurs de Chine.
Il a commencé comme vendeur chez L'Oréal et il est passé dans un incubateur d'influenceurs chez L'Oréal et ça a été un des premiers à être une sensation de la vente en ligne sur les live streaming. Il y a même une expression en Chine qui se dit beaucoup, c'est « Tian pu pa, di pu pa, tiu pa, li tia ti de, oh my god ». C'est-à-dire, je n'ai peur ni du ciel, ni de la terre, je n'ai juste peur que quand Austin Lee dit « oh my god », sous-entendu, je vais complètement perdre la raison et être obligée d'acheter tous les rouges à lèvres qu'il essaye de me vendre. Donc c'est vraiment une grosse sensation et qui est assez amusante à avoir. Et donc, ce changement, ce shift d'attention a forcé les plateformes à innover. La nature très réactive des business en Chine qui pousse les plateformes à innover. Donc, WeChat, 1 milliard d'utilisateurs, c'est vraiment la plateforme roi, la plateforme reine de l'écosystème WeChat. C'est une des super apps. On a d'ailleurs édité une étude dessus que je vous invite à lire pour plonger dans cet écosystème absolument incroyable. Je vous ai enregistré mon écran pour vous montrer ce que ça donne. Et en fait, WeChat a lancé sa propre plateforme de live streaming qui s'appelle Channels. Donc, j'ai enregistré mon écran un peu plus tôt ce matin pour vous montrer. Donc, vous allez dans Discover, vous aurez Channels. Et donc, voilà à quoi ressemble l'interface. Et donc je like, j'écris un commentaire. Et voilà. Et donc c'est à ça que la plateforme ressemble. Elle a été lancée il y a à peu près 2 semaines seulement sur des utilisateurs bêta. Donc on a eu la chance de faire partie de ces testeurs. Et donc c'est une plateforme qui n'a pas énormément de traction pour l'instant. Ils sont encore en train d'optimiser les algorithmes, mais certaines marques y ont déjà lancé leur propre channel. À part le déplacement de l'attention, on voit émerger des sujets de conversation très particuliers. Donc, la première image que je vous montre, c'est le combat contre la consommation d'animaux sauvages, d'animaux non comestibles normalement. L'infection a commencé à partir d'un marché en plein air. C'était le même cas pour le SRAS. Des animaux vivants y étaient et on pense que l'infection a commencé de là. C'est très, très intéressant parce que du coup, les consommateurs chinois se sont complètement pris ce sujet et vraiment ont fortement critiqué cette habitude de consommation. Et c'est très intéressant parce qu'on a vu les médias occidentaux relayer ces informations et en fait, certains ont pris ça pour du racisme alors qu'en fait, il y a eu beaucoup de critiques au sein des réseaux sociaux chinois autour de ces pratiques-là et que ça venait en fait de Chine. La deuxième, c'est les fake news et la censure. Donc, vous le savez, l'information est contrôlée partiellement. Enfin, il y a des fuites. C'est un écosystème qui est quand même assez contrôlé ici. Le gouvernement ouvre et ferme l'information et combat les fake news. Donc, c'est une relation assez ambivalente entre les réseaux sociaux et le gouvernement. Mais un des gros sujets, c'était vraiment capacité à trouver des informations véridiques. Et donc, il y a eu énormément de sujets autour de ces fake news et censures. Et le troisième qui m'a beaucoup amusée et que je voulais vous montrer, c'était tout ce qui était autour de l'ennui quand on est en quarantaine et en confinement. Et donc, je vous montre cette photo qui m'a beaucoup fait rire, qui est une conversation entre 2 personnes. Beijing Shenzai, quelle est la situation aujourd'hui à Pékin? Et la réponse d'une photo d'une tête de gondole avec des préservatifs complètement vides. Donc, la situation à Pékin. Donc, on imagine bien ce qui se passe derrière les murs. Et du coup, c'était assez amusant de voir ça. Il y a eu beaucoup de conversations autour des Corona Babies et aussi des Corona Divorce. Sur les réseaux sociaux, que se passe-t-il quand on s'ennuie à la maison? Une des réponses, et ça, je suis toujours très impressionnée par l'agilité et la créativité chinoise et des hommes d'affaires et des personnes d'affaires chinoises, immédiatement a été repris par les plateformes. Les
influenceurs et les utilisateurs. Donc, Douyin, dont je vous parlais, qui est l'équivalent TikTok de l'écosystème ByteDance en Chine. Le sujet de discussion a tout de suite été lancé. Des choses rigolotes à faire en confinement, où des influenceurs ont commencé à partager des vidéos de choses amusantes qu'ils faisaient chez eux. Et ça a été de manière quotidienne. Et ça a été vraiment hyper populaire, ça a résonné avec la réalité des consommateurs, ça a créé un sentiment de proximité avec les influenceurs. Et c'était vraiment une campagne qui a extrêmement bien marché sur la plateforme. Et maintenant, on a vu comment les consommateurs réagissaient, comment les plateformes se sont réorganisées et comment est-ce que les marques ont réagi. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce scandale qui a retourné un peu Dolce & Gabbana l'année dernière, donc qui a fait beaucoup de bruit et entaché l'image de Dolce & Gabbana en Chine. Ça, c'est la vidéo qui a tout commencé. On voit une jeune femme chinoise en train d'essayer de manger des pizzas et des pâtes avec des baguettes et donc qui a été trouvée raciste et sexiste. Et donc, en plus, elle a été doublée de copies d'écran de conversations qui venaient du PDG qui n'étaient pas très sympathiques envers les consommateurs chinois. Et donc, ça a complètement fait une déferlante contre Dolce & Gabbana, boycott des magasins, annulation des lancements de produits, perte de millions d'euros de ventes en Chine. Les incidents de marques en Chine et de marques étrangères en particulier ont été multipliés par 40 ces 10 dernières années. Une des premières raisons, c'est des questions de gouvernance géographique avec le fait de considérer Taïwan et Hong Kong comme faisant partie de la Chine et les impacts négatifs de la société. Lors d'une crise comme Covid-19, les consommateurs sont extrêmement sensibles et des signes concrets envoyés par des marques auront des répercussions complètement disproportionnées dans un sens et comme dans l'autre. Donc, en fait, je vous partage ici quelques stratégies qu'on a pu voir émerger pendant cette période que les marques ont mis à profit. La première, au niveau des relations publiques, connaissant le niveau d'inquiétude et de sensibilité des consommateurs chinois, beaucoup de marques de luxe, par exemple, se sont mobilisées sous la forme de dons. Donc, notre client Richemont, LVMH, mais il y a aussi Nike, Adidas et bien évidemment les marques chinoises, Tencent, ByteDance et tous les autres, ont offert des dons pour soutenir la Chine pendant cette période. Mais aussi en RP ont publié des messages d'encouragement comme Gucci, le designer de Gucci. L'effort et le côté personnel de cette marque d'attention a beaucoup plu aux netizens chinois qui a déclenché vraiment une déferlante de commentaires positifs autour de cette petite attention. La deuxième approche était une approche d'adaptation du contenu sur les réseaux, donc d'adaptation du contenu qui était prévu évidemment bien sûr bien en avance. On parle de centricité autour du consommateur, mais en fait la majorité des marques, on observe, sont complètement sourdes à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, malheureusement. On a vu les choses un peu bouger cette année, particulièrement avec beaucoup de marques, parce que la Saint-Valentin est tombée en fait tout à fait pendant cette crise où tout le monde était confiné en quarantaine. Et donc beaucoup de marques ont changé leur ton de voix autour de la Saint-Valentin et au lieu de parler du côté romantique, en fait, on parlait de soutien, on changeait d'épaule en communiquant sur le soutien aux citoyens plutôt que le côté romantique. Sur la deuxième image, je vous montre un cas extrêmement intéressant qu'on a eu la chance de déployer pour Regenerate, qui est une marque de dentifrice qui appartient au groupe Unilever. On les aide à se lancer sur l'e-commerce en Chine. On a fait 2 campagnes avec eux au premier trimestre. Et en fait, lors de la deuxième campagne a été lancée le 4 mars, c'est-à-dire le premier jour où le gouvernement a annoncé la réouverture des bureaux. Et on a donc lancé ce hashtag Get Your Smile Back to Work. Et le côté Back to Work, c'était vraiment la phrase qui a été le plus utilisée dans ces jours-là autour des réseaux sociaux. On a eu une performance extraordinaire avec cette campagne, avec 700% des objectifs atteints, 44 millions d'impressions et 18 000 ventes
en fait sur l'e-commerce. Donc c'était absolument incroyable parce qu'on a vraiment réussi à utiliser ces bruits et cette atmosphère qu'il y avait sur les réseaux sociaux pour cette campagne. Ces marques qui ont réussi à se positionner à ce moment-là positivement, ont réussi à connecter avec les utilisateurs à un moment particulier et seront les premières à bénéficier du rebond. Et donc, qu'est-ce qui peut être utile peut-être pour vous? Je pense que pour moi, il y a vraiment deux choses qu'on peut observer de tous ces cas-là. Deux choses, agilité et écoute. La première, l'attention des consommateurs se déplace, aller là où ils sont peut permettre de continuer à garder un lien avec eux. Si une campagne était prévue sur WeChat, considérer allouer les fonds sur nos plateformes, potentiellement des plateformes de fitness ou des plateformes de jeux, pour pouvoir être là où les consommateurs y sont. Deuxièmement, évidemment, écouter ce qui s'y passe, ce qui s'y dit. Il y a beaucoup d'outils de social listening que vous pouvez utiliser. En Chine, par exemple, et je vais introduire un tout petit peu après, moi je regarde beaucoup What's on Weibo, qui est un site internet qui indique les buzzwords et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et la troisième, pas hésiter à adapter son plan, ne pas s'arc-bouter sur son plan s'il a été prévu dans des conditions qui sont complètement différentes aujourd'hui. Ça ne ferait que manquer de pertinence et potentiellement gâcher un investissement. Même des petits ajustements à la marge, comme le ton de voix ou le moment de communiquer, peuvent faire une grande différence. La manière dont on le voit, c'est qu'il y a beaucoup de valeur qui a été détruite dans ces moments-là, mais il y a aussi de la valeur qui est créée. Et donc, la question, c'est comment peut-on créer de la valeur pendant une période comme celle-ci. Et du coup, si vous voulez rester en contact, évidemment, nous sommes sur WeChat et sur LinkedIn. Avant de passer aux questions, je voulais dire merci à nos partenaires qui ont travaillé avec nous pour ces informations. Work the Chat, KO et What's on Weibo, qui sont vraiment des super ressources pour comprendre ce qui se passe sur les réseaux chinois. Et voilà, je crois que je suis parfaitement à l'heure, 1 minute en avance. Et je vais redonner le micro à Fleur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et peut-être, Fleur, tu veux m'aider à récupérer quelques questions ? Super, merci beaucoup, Rachel. Je pense qu'on va voir sur le chat les premières questions apparaître. Tu as déjà plein de merci qui te reviennent. C'est super intéressant. Et c'est génial de pouvoir voir ta tête en même temps que les slides. Merci beaucoup. Bien sûr, j'ai enlevé mon masque, je suis seule dans le bureau, donc j'ai pu enlever mon masque qui m'a permis de m'exprimer plus clairement. Alors j'avais une première question, moi, qui était comment est-ce que ça se passe, la reprise de l'activité, le retour au travail en Chine? Alors pour nous, c'était assez intéressant parce qu'on est passé de 100% au bureau à 100% remote. Sans perte de productivité, on a eu vraiment une équipe qui s'est mobilisée, c'était assez incroyable. C'est nos clients qui traînaient un peu du coup. Là, on a repris partiellement au bureau et on y arrive quand même toujours bien à garder l'équipe engagée, à continuer à répondre aux besoins de nos clients. Les magasins réouvrent, les restaurants réouvrent, donc ça reprend doucement. Je pense qu'on doit être à peut-être 30% du retail qui est réouvert et peut-être, je dirais, de mon estimation, 70% des bureaux qui sont complètement réouverts. Donc ça revient doucement et puis le temps s'adoucissant, je dois avouer que c'est sûr que ça aide aussi à faire ressortir les gens. Donc, on sent l'activité qui repart petit à petit. C'était très particulier d'avoir vraiment cette période. La Chine et Shanghai, c'est 25 millions d'habitants, ça buzz tout le temps. C'était extrêmement bizarre, honnêtement, pendant ces derniers mois, d'avoir pas un chat dans les rues, les magasins fermés. C'était vraiment très, très étrange. Ouais. On le sait maintenant, on le vit aujourd'hui. Ouais. J'ai une question, Rachel, donc plus précisément sur le sujet du jour, qui est
Est-ce que tu as une idée de l'impact du live streaming sur les ventes de retailers et les marques? Très intéressant cette question. Justement, on s'est penché sur la question de l'impact du Covid-19 sur les retailers. Et en fait, ce qui est hyper amusant, c'est donc on a vu un boom de 180% du live streaming pendant cette période. Et surtout, la majorité des nouveaux live streams qui ont été ouverts étaient ouverts par des retailers au sein de leurs magasins pour continuer. En fait, ils ont donc ces magasins vides, des stocks en magasin et des employés à payer. Mais il ne se passe rien dans le magasin. Et en fait, tout le monde s'est mis à faire du live streaming, à faire de la vente en ligne. On a édité un article justement en début de semaine là, sur vraiment les solutions super créatives que les retailers ont trouvées autour de ça. Et on a beaucoup vu ce qu'on appelle ici du private traffic. C'est donc l'utilisation des réseaux sociaux, mais des messages privés et des groupes privés pour faire de la vente et avec en fait des managers de magasins, mais même des marques internationales comme Max Mara, qui postaient sur leurs réseaux sociaux privés, donc la directrice du magasin qui poste sur ses réseaux sociaux privés les derniers produits et les vend sur la plateforme, parce que WeChat a intégré WeChat Pay, et les emballe et les envoie depuis le magasin à ses clientes habituelles. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant de voir la rapidité à laquelle ils ont trouvé des solutions pour continuer à opérer dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Rachel. D'ailleurs, je vous annonce un peu en exclusivité que dans la programmation de la semaine prochaine de Multiplex, qui vous sera envoyée mardi par mail, on parlera justement de ces défis du retail. Rachel, une autre question. Est-ce qu'on commence à parler de la seconde vague du virus en Chine ou pas du tout? Alors, pas du tout. Donc moi, je dois vous avouer que j'ai un peu lâché de regarder tous les jours le nombre de cas parce qu'il y a eu un moment où ça quand même, c'était un peu pesant. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, on était à 43 cas sur Shanghai. Donc pour l'instant, non, on n'en parle pas. Le temps s'adoucit, donc donc je suis pas sûre que ce sera, même s'il y en a une deuxième, si elle soit à l'ampleur de la première. J'espère en tout cas qu'on est vraiment en train d'en sortir doucement, mais sûrement. Merci beaucoup, Rachel. Est-ce que, je te pose une autre question qui nous vient de Nicolas. Est-ce qu'on peut penser que certaines des tendances que tu as pu décrire et observer pendant cette crise vont durer après la crise, justement? Oui, bien sûr. Je pense que tout à fait. Il y a des tendances par exemple, les tendances du live streaming me semblent à peu près un peu inarrêtables. Donc, par exemple, et je pense que ça va pousser particulièrement les retailers et peut-être même le domaine de l'Horeca à partir sur des modèles un peu plus hybrides et à utiliser beaucoup plus les ventes en ligne. Ça a vraiment forcé en fait tous ces business qui étaient uniquement hors ligne à au moins communiquer en ligne et au mieux commencer à vendre en ligne et à passer sur des modèles plus hybrides. Je pense sincèrement que ce seront des modèles qui vont être assez pérennes et qui permettront aux entreprises de passer des crises en ayant plusieurs cordes à leurs arcs. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont là clairement pour rester. Rachel, une question un peu plus perso, mais est-ce que tu veux échanger avec nous sur ce que tu as pu apprendre de cette crise en tant que manager? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens en particulier? Oui, bien sûr, plein de choses. Mais il y a quand même un côté personnel qui a été quand même assez difficile. Donc, le fait de passer 2 semaines, j'étais en quarantaine parce que j'avais voyagé à l'étranger, mais en fait, ça a été le cas de la majorité des gens puisqu'on revenait tous du Nouvel An chinois. Donc, passer 15 jours seul chez soi, c'était quand même une expérience de retour à la fois extraordinaire, de capacité de réflexion, de prendre du temps, de s'organiser comme on le souhaite, mais aussi de grande solitude
qui impacte beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très extraverti, donc particulièrement. Donc ça, c'était plutôt côté personnel. Et du coup, côté équipe, moi, j'ai été impressionnée par le niveau d'engagement des équipes. On est passé par plein de phases, on a fait plein d'erreurs, on a fait plein de choses super. Et on va garder plein de choses super de cette expérience-là. Moi, ce qui m'a impressionné, c'était l'engagement des équipes, malgré le fait qu'on était inquiets, loin et dispersés. Ça, c'était assez impressionnant. On a beaucoup gagné en efficacité, en fait. Moins de réunions plus efficaces quand on en avait. On devient beaucoup plus orienté tâche et on contrôle beaucoup mieux son temps. Et on ne perd pas de temps dans les transports. Donc, en fait, il y a eu un espèce de boom d'efficacité, mais on a vu à un moment un peu de désengagement personnel, puisqu'il n'y a plus ces moments à la machine à café, il n'y a plus les petits commentaires, j'aime bien comment t'habiller aujourd'hui, ou des choses comme ça, qui font du lien social, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il a fallu trouver des manières de garder l'équipe ensemble. Et donc, on a trouvé des moyens comme, voilà, on a un rituel, c'est de s'offrir du bubble tea le vendredi après-midi. On l'a fait en remote, donc on a envoyé des bubble tea à tout le monde. Et donc, on s'est fait des rendez-vous avec Zoom, comme on fait aujourd'hui, toutes les caméras allumées, à partager un bubble tea ensemble. Donc, voilà comment on a essayé de faire les choses pour garder cet esprit. Et depuis 2 semaines, on passe 1 à 2 journées par semaine au bureau. Donc, on alterne, donc c'est un petit peu plus équilibré. Donc oui, on a appris énormément de choses. On a surtout appris qu'on était capable d'y survivre, en fait, ne serait-ce que ça, en fait. Et donc, c'était extrêmement, extrêmement enrichissant. Ça l'est, c'est pas fini, mais c'est différent maintenant. Merci Rachel, je pense que moi je vais te piquer le coup du bubble tea qui est sympa. Et c'est vrai que pour le moment, je le faisais avec du vin, mais ça peut être sympa de boire aussi autre chose. J'ai d'autres questions pour toi, Rachel, notamment sur la stratégie de Ctrip. Je sais que vous les connaissez bien. Pendant cette phase de Covid-19 en Chine, est-ce qu'ils ont adapté leur stratégie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question qui nous vient sur le chat. Bien sûr. Alors, donc ils ont adapté leur stratégie. Ctrip, c'est une entreprise assez incroyable. Ils ont 70% du marché de la vente en ligne de travel. Ils ont racheté Skyscanner. En fait, c'est trip.com en Europe. Ils sont assez extraordinaires. Moi, ce que j'adore, et je raconte toujours ces histoires, ils sont très orientés consommateurs à un point qui est assez impressionnant parce qu'ils ont, du coup, la performance de chaque employé est basée sur la note de l'entreprise en service client. C'est le meilleur service client que j'ai jamais eu. Je raconte toujours cette histoire de quand mon père est venu en France et que son vol Air France a été annulé parce que c'était les grèves Air France, et que j'ai appelé Ctrip. Et en fait, mon père n'avait pas acheté son billet chez Ctrip, mais la personne de Ctrip a passé un quart d'heure au téléphone avec moi pour m'aider à régler ce problème, alors qu'elle n'avait absolument aucun intérêt à faire ça. Donc, c'est vraiment l'illustration qui, pour moi, montre qu'ils sont vraiment extraordinaires de ce côté-là. La première chose qu'ils ont fait, c'est remboursement gratuit et immédiat de tous les billets d'avion à partir du moment où les airlines, les lignes aériennes ont arrêté de desservir certaines zones, à partir du moment où certains pays ont fermé leurs frontières, remboursement immédiat de tous les billets pour garder cette proximité et ce service aux consommateurs. Ça a été vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se préparent au rebond. Donc, selon les estimations, à l'été ou peut-être un peu plus tard, à la fin de l'été, ils font des packages, ils réintègrent leurs clients. Et d'ailleurs, on a une petite étude qui sort normalement la semaine prochaine sur justement l'impact de Covid-19 sur le travel en Chine et des Chinois à l'extérieur de Chine, qui vous donnera un peu plus d'informations sur ce qui s'est vraiment passé et comment Ctrip se prépare au Ce sera probablement l'occasion d'en faire un nouvel échange en multiplex alors. Oui, avec plaisir.
Rachel, il nous reste plus que quelques minutes. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu toutes les réponses à leurs questions, on pourra vous répondre aussi par écrit, si jamais, comme on l'a fait avec la session d'hier. Une question, Rachel, sur l'impact écologique lié à l'utilisation exponentielle du live streaming et puis l'impact écologique de manière générale on a pu mesurer en Chine une réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que ça continue voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, donc c'est un sujet qui est très important et très intéressant et qui n'est pas forcément la une des journaux ici. La manière dont les consommateurs chinois particulièrement abordent le sujet, c'est plutôt sur une question de sécurité pour eux, donc c'est-à-dire qu'ils prêtent surtout attention à l'impact écologique quand ça touche la nourriture et quand ça touche la qualité de l'air. Mais sinon, ce n'est pas un sujet comme ça peut l'être en Europe ou dans le reste du monde. Même si, au niveau du gouvernement chinois, le gouvernement chinois, il prend beaucoup attention, il est en train de gérer sa transformation écologique en passant sur des véhicules électriques, en transformant aux énergies renouvelables. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins un sujet de tous les jours comme ça peut l'être, je pense, dans d'autres pays. Donc, on a vu, je crois, le pays s'est pratiquement arrêté. Donc, je me souviens de cette carte incroyable où on comparait avant et pendant le Nouvel An chinois les émissions de carbone et ça n'avait juste rien à voir. Je pense que ça a vu que l'activité a repris, ça a dû reprendre. En hiver, on a toujours des pics de carbone à cause du fait que le chauffage en Chine on se chauffe au charbon, donc forcément on a des gros pics de pollution à ces moments-là. Ça va toujours un peu mieux aux alentours de l'été, donc je pense que ça va aller un petit peu mieux. Est-ce que c'est une danse de fond? Je pense que tant que la Chine continuera de consommer, elle continuera de polluer. Il me semblait que selon les estimations de la BNEF, le pic des émissions carbone de la Chine, si elle continuait à croître comme elle le croit aujourd'hui, mais à continuer à accroître ses capacités de production d'énergie propre, elle allait atteindre son pic en 2030, je crois. Donc on n'est quand même pas encore sorti de cette augmentation d'émissions carbone. Sur le live streaming, c'est toute une question de l'impact carbone de l'e-commerce, qui a l'air d'être une industrie un peu plus propre parce qu'il n'y a pas de magasin, il y a moins d'assets physiques, mais en fait, la livraison à domicile et surtout le packaging sont extrêmement polluantes. Le live streaming en soi, effectivement, ça prend de la bande passante en plus. Donc, c'est effectivement potentiellement des industries qui sont aussi polluantes. J'espère que ça répond un peu à la question. Je pense que ça répond même très bien à la question. Voilà, super. Et je voudrais te poser une dernière question, Rachel, qui est que on évoque beaucoup le fait que cet épisode va être le déclencheur d'une vague de relocalisation des industries. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé par la Chine? Est-ce que la Chine se sent menacée par la relocalisation des industries? Je vais vous donner mon avis personnel qui n'est pas un avis d'expert sur cette question. Je pense que ça fait plusieurs années que la Chine compte de plus en plus sur sa consommation domestique pour être un moteur de croissance et est en train vraiment de shifter son moteur de croissance de l'export vers la consommation domestique. Je pense cette crise, c'est pas la première crise d'échange de biens internationaux, puisqu'il y a eu la crise de la trade war avec les États-Unis. Donc, il y a déjà été, il y a quelques mois, un premier test à la capacité de la Chine à continuer à croître en ayant une grosse baisse de ses exportations. Donc, je pense que le but de la Chine, c'est d'être autosuffisant et que ça fait plusieurs années, décennies même peut-être, qu'ils commencent à organiser leur économie pour l'être. Donc, qu'ils se sentent menacés, peut-être, et qu'ils voient la vision long terme
à refocaliser leur consommation sur la consommation domestique, ça me paraît évident. Merci beaucoup Rachel, c'était une question un peu tricky pour terminer. C'est vrai que ça faisait appel forcément à une opinion qui a une expertise, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Je pense parler au nom de tout le monde en te remerciant sincèrement. À titre personnel, ça donne aussi beaucoup d'enthousiasme et d'énergie et de dynamisme sur on va tenir et tout va bien. Et merci d'avoir partagé avec nous tes conseils, ton expérience et ton expertise surtout. Bon, beaucoup de courage à vous tous. Merci Rachel. Et puis je vous donne rendez-vous à tous lundi à midi. On sera avec Nuno Ribeiro, notre General Manager à Lisbonne. Ce sera une session qui se tiendra en anglais et ce sera un deep dive dans la stratégie de Tesla, Uploading the Future, et quels enseignements on peut appliquer dans nos industries. Je vous remercie beaucoup, Rachel. Merci encore. Et puis à tous, à lundi. Prenez soin de vous. Au revoir.